Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous présente le livre de David Bézis, Mathematica. Alors ce livre c'est vraiment un ouvrage qui réconcilie les plus fâchés avec la discipline mathématique et justement cette science. Et l'auteur tente vraiment de gommer ces décennies, que dis-je, ces siècles, où on nous a fait croire que certaines personnes étaient prédisposés ou avaient la bosse des mathématiques et que les autres malheureusement ne pouvaient rien y faire et étaient condamnés à ne rien comprendre tout au long de leur longue et pénible existence de mécréants. C'est un livre que je conseille vraiment pour les... Alors, les gens qui aiment les maths vont le trouver sympa, mais les gens qui ont eu la sensation toute leur scolarité de ne rien comprendre à ce que pouvait dire le prof, je pense que c'est une excellente thérapie. Ce livre ne va pas vous faire devenir bon en maths, loin s'en faut, mais en tout cas, il va vous apprendre à aborder cette discipline de manière plus positive et en mettant de côté tous les préjugés qu'on a essayé de vous rentrer dans le crâne depuis que vous êtes petit. Alors pour commencer, comme d'habitude, on va parler un petit peu de l'auteur. Je ne vais pas faire sa biographie Wikipédia, mais c'est juste pour vous dire qu'il est né en 1971, donc c'est pas un grabataire, hein. C'est quand même quelqu'un d'assez jeune. Il a étudié à l'école normale supérieure de Paris et ensuite à l'université de Paris, Paris 7. Et il va obtenir un doctorat en mathématiques. Il va être ensuite professeur assistant à Yale, aux États-Unis d'Amérique. Et il va intégrer par la suite le CNRS. Ça va être un auteur de nombreux articles scientifiques. Et il va donner des cours notamment en Russie, et puis en Chine et au Japon. Et après avoir dirigé le département recherche et développement d'une agence de marketing digital, il va fonder en 2010 sa propre start-up qui s'appelle Tiny Clouds. Et il a par ailleurs donc écrit des ouvrages comme ce bouquin Mathematica, dont je vous fais le résumé tout de suite maintenant, sans plus attendre. Alors je vais vous parler surtout de la première partie du livre, puisque la seconde est plutôt une histoire d'expérience qu'il explique, et je trouve que c'est moins facile à raconter. Il vaut mieux que vous le lisiez par vous-même. Mais par contre, toute la première partie, ce sont des concepts un petit peu d'ordre général que je vais pouvoir vous exposer. C'est un petit peu sa ligne, son fil rouge du livre. Alors, il commence par nous dire qu'un des grands mythes humains, finalement, c'est le mythe de l'intelligence. Et il illustre son propos avec une phrase d'Einstein qui avait dit « Je n'ai aucun don particulier, je suis juste passionnément curieux ». Alors, on pourrait se dire, mais il se fout de notre gueule. Mais en fait, la créativité intellectuelle, ce n'est pas une question de quantité de travail, selon lui, mais en fait, la réelle question, c'est quelle méthode pour réaliser les grandes découvertes scientifiques. Comment Einstein a-t-il fait pour découvrir sa grande théorie de la relativité générale? Autrement dit, comme le dit le fameux proverbe de je ne sais plus quel pays, mieux vaut enseigner l'art de pêcher que d'offrir du poisson. Alors David Bézis, il nous dit qu'il y a trois idées fausses sur les maths. La première, c'est que on a tendance à penser que pour faire des maths, il faut penser de façon logique. Première idée qui, selon lui, est fausse. La deuxième idée, c'est que certains seraient naturellement à l'aise avec les chiffres et puis la géométrie, mais que la majorité des gens n'y comprendraient rien et que malheureusement, on n'y pourrait rien du tout. Et la troisième fausse idée, c'est que les grands mathématiciens seraient nés avec un cerveau structurellement différent du nôtre. Alors, ces trois idées, elles sont fausses, et le pouvoir magique des mathématiques, ce n'est pas la logique pour l'auteur, mais ce serait plutôt l'intuition. Alors, il y a deux versions des mathématiques. Il y a celle des livres qui, finalement, et l'auteur le concède allègrement, qui est un langage complètement indéchiffrable et totalement hermétique. Et il y a les mathématiques dans la tête du mathématicien. Et ça, c'est l'intuition mathématique. Elle est impossible finalement à traduire et à expliquer autrement aux autres
que par un langage qu'on couche sur le papier, ce langage hermétique. Alors, il fait l'analogie avec les musiciens qui ont dû transcrire leur musique en notation musicale elle-même hermétique pour transcrire leur composition. Mais l'avantage net de la musique, c'est qu'en fait, il suffit qu'on la joue pour que tout le monde comprenne de quoi il s'agit. Et si on avait donné une partition de Mozart à un enfant sans jamais rien lui faire écouter, il est fort à parier que la musique serait aussi universellement haïe que le sont les maths. Alors son premier chapitre, ça parle de ce qu'il nomme le secret des mathématiciens. Alors la pratique des mathématiques, c'est une activité physique. C'est comme apprendre à marcher, apprendre à parler, à danser. Ce sont des gestes qui ne sont pas innés, mais nous avons tous la faculté de les apprendre. Et il existe une méthode pour devenir très fort en maths, toujours selon l'auteur, qui consisterait à reprogrammer notre intuition et à trouver du plaisir à être contredit. Pour certains, c'est pas gagné. C'est même une technique plus générale pour devenir très intelligent, selon B6, et qui pour autant n'est jamais enseigné à l'école. Et le cerveau des grands mathématiciens, il fonctionne de la même manière que le nôtre. Il y a de nombreux chercheurs en maths qui se disent autodidactes, mais en fait, vu la place qu'occupent les maths dans l'enseignement scolaire, c'est quand même une impression paradoxale. Parce que l'école, finalement, leur a quand même appris un tas de choses, et notamment la base des mathématiques officielles, mais les choses importantes, ils sont assez unanimes pour dire qu'ils ne les ont pas apprises à l'école. Alors, le deuxième chapitre, ça va être ce qu'il appelle le bon côté de la cuillère. Il appelle ce chapitre comme ça parce qu'il fait l'analogie avec l'enfant qui apprend à manger avec une cuillère. Donc, il y a tout un tas d'apprentissages que nous avons pleinement intégrés, donc, comme par exemple tenir une cuillère. Ce sont des apprentissages qui sont un peu compliqués au début, à l'image du bébé qui commence à manger, et puis ensuite qui vont devenir faciles. Et la cuillère, comme le vélo, sont finalement des outils qui finissent par devenir une extension de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'ils nous transforment et ils nous augmentent. C'est aussi l'exemple du langage, qui est quand même un apprentissage, l'un des apprentissages les plus difficiles, mais ce n'est pas un outil optionnel, ce n'est pas un outil qui est réservé aux riches ou aux génies, c'est pour tout le monde. On pourrait se poser la question du paysan au Moyen-Âge qui, illettré, devait penser que la lecture et l'écriture étaient réservées à une élite d'intellectuels plus intelligents que lui, et puis qui finalement, avec l'alphabétisation systématique, va voir les choses changer, les mentalités évoluer, pour ne plus voir la lecture et l'écriture comme un espèce de Graal que seuls quelques privilégiés pourraient aborder. Et avec l'école, on va décider d'enseigner aussi les maths, et aujourd'hui, le constat, c'est qu'on enseigne les maths à 1 milliard d'élèves et que c'est quand même 500 millions d'élèves qui souffrent en silence et qui ont l'impression de ne pas comprendre et qui ne voient même pas l'intérêt de cette matière et qui ont la sensation humiliante finalement de ne pas être assez intelligents. Alors lui, il a un point de vue très simple, c'est que résoudre un problème de maths, ça devrait être aussi simple que de savoir faire des lacets, et que si c'est pas le cas, eh ben ça veut dire une chose, c'est qu'il y a un très gros problème avec l'enseignement des maths. Donc d'un côté, les bons en maths, et de l'autre, les nuls. Et il y a deux hypothèses qui sont souvent formulées pour expliquer cette dichotomie entre les bons et les mauvais. C'est d'une part ce serait une question de motivation, donc ils n'aiment pas parce qu'ils ne comprennent pas à quoi ça sert. Bon, alors l'argument, ok, mais dans ces cas-là, pour la matière, l'histoire, on ne comprend pas non plus à quoi ça sert et pourtant ça ne la rend pas inintelligible au même titre que les maths. Et il y a quand même une chose que les nuls en maths ont compris, c'est que, à défaut d'avoir compris les maths, c'est qu'ils savent que être bon en maths, ça sert à réussir, ça sert à avoir des bonnes écoles, à avoir accès aux jobs les mieux payés. Donc ils ne savent pas pourquoi, mais ils savent que les maths sont importantes et ils s'en sentent exclus et ils les détestent pour ça.
Et puis le deuxième argument, ça serait la biologie. C'est-à-dire qu'il y aurait des intelligences mathématiques, la fameuse bosse des maths, une sorte de gène où les bons en maths seraient nés comme ça et les nuls n'auraient pas eu de chance. Mais en fait, les nuls en maths, ils sont nuls parce que personne ne leur donne de consignes claires. Et faire un cours de maths comme un cours d'histoire, ça n'a aucun sens. Il nous dit autant prendre des notes pendant un cours de yoga. Je trouve l'image assez magique. Le chapitre suivant, il va nous parler de la force de la pensée. Alors, il énonce quelques idées. Il dit qu'on a une capacité d'abstraction mathématique. Par exemple, on peut voir dans notre tête un cercle, on peut l'agrandir, le rétrécir, le manipuler en 3D. Ça, c'est quelque chose que notre cerveau est capable de faire très facilement quand ce sont des objets simples à concevoir. On a aussi une prodigieuse capacité de raisonnement. Par exemple, on est capable d'imaginer aussi dans notre esprit une droite qui couperait ce même cercle que l'on est en train d'imaginer et de faire bouger dans notre tête. Et quand on l'imagine, en fait, tout est clair dans notre tête. Mais le gros problème, c'est comment expliquer aux autres avec des mots et comment le traduire sans que les choses paraissent techniques et compliquées. Et ça, c'est le vrai dilemme des mathématiques. Il parle aussi d'une forte intuition que tout le monde a finalement et qu'il faut savoir utiliser. Et enfin, il dit qu'on a quand même le don d'imaginer des choses. Et d'ailleurs, Einstein parlait d'intuition naïve, bébête et infantile. Et ça, absolument tout le monde le possède. Ensuite, dans le chapitre 4, qui s'appelle « La vraie magie », il nous explique, en fait, il fait l'analogie avec l'écriture et l'écriture des chiffres. À l'époque romaine, quand on devait écrire les chiffres avec les fameux chiffres romains, c'était quasiment inconcevable d'écrire le chiffre 1 million. Je ne sais pas si vous imaginez la longueur du chiffre à écrire en chiffres romains pour écrire 1 million. Et ça veut dire finalement que les gens n'étaient pas capables de concevoir ce nombre puisqu'ils ne pouvaient pas le formaliser, pas l'écrire. Et avec l'arrivée des chiffres arabes, le fait d'écrire 999 1999, si on avait été capable de le formaliser à l'époque des Romains, on aurait été pris évidemment pour un grand génie. Être capable d'imaginer des nombres aussi grands, on aurait été des demi-dieux. Mais on sait que c'est pas le cas. C'est juste le chiffre qui est finalement un outil. Pour ce Romain, on serait passé pour un super calculateur, alors qu'on sait que c'est pas le cas. C'est juste que les chiffres arabes, c'est ce qu'on appelle un truc qui nous aide à voir certains résultats comme évidents. Et si un exemple pour illustrer un apprentissage vous paraît idiot, c'est justement parce que en fait, vous n'avez pas compris l'apprentissage. Conclusion, la vraie magie n'existe pas. En fait, dès que vous comprenez un tour de magie, il cesse d'être magique de fait. Alors c'est peut-être triste, mais en fait, va falloir s'y faire. Donc, si vous trouvez trop facile les maths que vous comprenez, c'est pas parce qu'elles sont faciles, mais c'est parce que vous les comprenez. Alors sur le 5e chapitre, il va parler des gestes invisibles. Les maths, c'est mystérieux. On peut lire ce qu'un mathématicien écrit sur une feuille, mais finalement on peut pas voir ce qu'il a au préalable accompli dans sa tête pour pouvoir écrire, penser et arriver à ce raisonnement-là. Et le fait d'être largué, il nous dit que ça fait partie quand même du processus normal de compréhension des maths jusqu'à ce qu'on arrive en fait à recréer ces gestes invisibles. Donc ce sont des gestes que l'on fait un petit peu avec notre esprit pour nous-mêmes, pour qu'on mette petit à petit en place un espèce de concept, une image mentale sur ces mots et qu'on arrive nous-mêmes à nous approprier la notion du mathématicien et à la comprendre. Dans le 6e chapitre, qui s'appelle « Refuser de lire », c'est un chapitre qui est assez rigolo, il va parler des livres de maths. Et en fait, il dit que le livre de maths, c'est un peu comme des modes d'emploi des grippins. Alors dans ces modes d'emploi, on y apprend finalement des choses qui ne servent à rien, par exemple qu'il ne faut pas mettre ses doigts dans le grille-pain, mais nulle part dans le mode d'emploi du grille-pain, on explique à quoi sert un grille-pain. Et dans les livres de maths, finalement, c'est un peu pareil. Et
On va apprendre par imitation à utiliser un grille-pain et pas en lisant un mode d'emploi. Eh bien, il dit que les mathématiciens, c'est pareil, en fait. Ils ne progressent pas en lisant des livres de maths, mais en discutant avec d'autres mathématiciens qui, eux, ont compris le concept qu'on va chercher à s'approprier. Et ce sont des conversations qui expliquent à quoi servent les grille-pains et les mathématiques. Comment on met la tartine dedans, par exemple, comment on règle le thermostat. Mais en fait, dans ces conversations-là, on n'y aborde pas la liste des composants du grille-pain. Ce que fait un mode d'emploi et ce que fait un livre de maths. Donc dans le prolongement, dans une salle de classe où les bons et les nuls en maths, ils se mélangent, on pourrait se poser la question de pourquoi finalement les bons en maths, ils n'expliquent jamais avec des mots simples aux personnes qui sont nulles en maths ce qu'ils ont déjà compris, à l'image de ces mathématiciens qui discutent entre eux pour s'approprier les concepts. Et en fait, l'auteur, lui, il avance l'idée que en fait, le nul en maths, il est tellement persuadé d'être inférieur qui devient presque inhibé et qui n'ose pas poser la bonne question, la question simple ou qui se considère trop bête et qui pourtant est vraiment fondamentale. Et puis, faut pas oublier qu'il y a quand même le bon prof de maths et le mauvais prof de maths, hein, il met quand même le doigt sur la question. Et donc, il reprend là son analogie avec le grille-pain et il dit que si un grille-pain arrive en pièces détachées, le mauvais prof va se contenter de réciter les 198 étapes de montage en faisant comme si l'histoire s'arrêtait là, alors que le bon prof, ça va être celui qui fait de son mieux pour expliquer ce qu'est un grille-pain et va essayer de percevoir dans le regard des élèves si vraiment ils ont compris. Dans cet exemple-là, on peut dire que le premier prof qui récite ces 198 étapes, il fait un cours pour des robots, alors que le deuxième, il va faire cours pour des humains. Mais les profs de maths, en fait, ils expliquent, hein, ils sont pas volontairement sadiques, n'en déplaise à ce que vous pensez, mais infliger les 198 étapes à quelqu'un qui ne comprend même pas l'enjeu du grille-pain, c'est quand même d'une violence inouïe. Mais finalement, la question que l'auteur se pose, c'est que peut-être ces profs-là, ils n'ont reçu que ce genre d'enseignement, et peut-être qu'ils ne voient pas eux-mêmes le grille-pain dans leur tête, ou, à contrario, peut-être qu'ils le voient trop bien, et en fait, ils oublient que les autres, eux, ne le voient pas. Alors, la conclusion de ce chapitre, et qui est pour moi une des conclusions les plus importantes du livre, en tout cas quelque chose qui m'a vraiment percuté, c'est qu'en fait, il dit, avec ce que je viens de vous expliquer sur le langage mathématique, ce qui est clair pour les uns va être possiblement intimidant pour les autres. Les livres de maths, c'est clair, ils sont illisibles, mais en fait, on a quand même besoin d'eux parce qu'ils nous servent à partager par écrit ce qu'il appelle les maths secrètes, celles qui se passent dans la tête des mathématiciens. Alors pendant le 7e chapitre, qui s'appelle « La posture du petit enfant », il va raconter l'histoire d'Alexander Grothendieck, qui est né à Berlin en 1928 et qui est mort en 2014. Et au travers de son histoire, qui est un grand mathématicien, et qui, au travers de son histoire, va nous dire que finalement, le rôle de la logique, c'est de savoir là où notre raisonnement est faux. Donc la logique ne nous sert pas à réfléchir ou à faire des maths, mais elle met le doigt là où notre raisonnement n'est pas bon. Je vous invite à lire le bouquin et ce chapitre 7, puisque l'histoire de ce mathématicien est assez intéressante. Dans le 8e chapitre, il parle de la théorie du toucher. Les théories mathématiques, en fait, elles sont formulées par écrit pour qu'elles puissent être vérifiées et puis transmises aux autres, comme on disait dans les chapitres précédents. Mais le problème, c'est que transcrire une image mentale, c'est vraiment très compliqué. Alors, je vais vous donner un exemple tout de suite. C'est, posez-vous la question, comment vous expliqueriez seulement avec des mots, sans dessiner, sans faire de schéma, que des mots, comment vous expliqueriez à quelqu'un comment faire ses lacets alors qu'il n'en a jamais fait? Eh bien, si vous faites l'exercice, vous allez vous rendre compte que c'est très compliqué et surtout que c'est très long. Deuxième conclusion qui percute dans ce livre, c'est que un texte mathématique peut avoir l'air horriblement compliqué et pourtant, il n'exprime que des idées simples. Et ça, c'est très bien illustré par l'exemple que je viens de vous donner avec l'histoire des lacets.
Alors pourquoi est-ce que c'est difficile de retranscrire nos images mentales finalement? C'est ça la vraie question. Eh bien c'est parce que elles sont finalement beaucoup moins claires que ce qu'on croit. Par exemple, quand on se pose la question qu'est-ce qui empêche le nœud de votre lacet de se défaire quand il est bien fait? Eh bien je vous mets au défi de répondre à cette question. Personnellement moi je ne sais pas et je ne peux pas l'expliquer. Et donc, en fait, ce qu'il essaye de nous faire comprendre, c'est qu'il faut savoir clarifier les idées et finalement, de manière plus globale, il faut savoir clarifier son langage. Et dans ce chapitre, il va expliquer une méthode pour essayer de faire comprendre à quelqu'un les formes géométriques que vous pouvez insérer dans un cube pré-troué avec ces mêmes formes. Et il essaye de faire un théorème sans jamais faire de dessin. C'est assez intéressant à lire et c'est vrai qu'on se rend compte que c'est très compliqué d'expliquer sans faire de schéma, de retranscrire une image mentale sur le papier avec des lettres ou des chiffres. C'est vraiment compliqué et très long et pourtant, quand on l'imagine dans sa tête, c'est vraiment un jeu, de toute façon c'est un jeu qu'on offre aux enfants, c'est quelque chose de tellement simple à imaginer et pour autant quand on essaye de le retranscrire sur un papier, ça devient d'une complexité affreuse. Alors sur le chapitre 9 qui s'appelle « Un truc qui cloche », il nous dit que transformer les définitions mathématiques en images mentales va aider à les comprendre et le fait de ne pas arriver à les imaginer, ça va donner l'impression de ne pas les comprendre. Donc c'est important, ce chapitre en fait nous explique juste que les fameux nuls en maths, finalement ce sont les élèves qui n'arrivent pas à se fabriquer leur propre image mentale à partir de ce fameux langage mathématique qui est enseigné à l'école finalement. Alors le chapitre 10 s'appelle « Apprendre à voir » et il donne l'exemple de plusieurs mathématiciens, par exemple Bill Thurston, Dalton et Ben Underwood. Alors je m'arrête juste sur Ben Underwood qui est un adolescent qui est devenu aveugle suite à un cancer de l'œil et en fait il a réussi à s'éco-localiser en faisant claquer sa langue et en percevant l'écho de son claquement de langue qui revenait à plus ou moins grande vitesse ou avec un son plus ou moins aigu. En fait, il arrivait à percevoir la longueur d'onde de son claquement de langue et comme ça, il arrivait à se repérer dans une pièce alors qu'il était aveugle. Le chapitre 11 s'appelle la balle et la batte et dans ce chapitre 11, il parle de la théorie de Daniel Kahneman, le système 1 et système 2. En petite parenthèse, c'est un livre dont je suis en train de préparer le résumé, où en fait il explique qu'il y aurait deux systèmes dans nos façons de penser. Le système 1 qui va répondre instinctivement, c'est un petit peu notre système réflexe, donc il répond instinctivement, mais souvent il a tort. Et on a le système 2 qui est un système qui est plus posé, plus réfléchi. C'est le système qui ressort quand on a une réflexion plus profonde et qui lui est plus fiable et plus rigoureux. Et à chaque fois que notre système 1 nous fournit des réponses, on est tenté d'utiliser cette réponse sans même solliciter notre système 2 parce que en fait, notre système 2 va mobiliser plus de ressources mentales et d'énergie et que par notre instinct biologique, on va privilégier le système 1 qui nous demande moins d'efforts puisque en fait, on a développé au fur et à mesure de notre évolution une préférence pour la paresse intellectuelle. Le problème, c'est que notre système 1, il va se tromper systématiquement, ce qu'on appelle les biais cognitifs. Et Kahneman propose une solution, c'est d'apprendre par cœur la liste des biais cognitifs et quand on en reconnaît un ou quand on reconnaît une de ces situations, en fait on doit se faire violence pour mobiliser le fameux système 2 sans tenir compte du système 1. Alors, David Bézis, lui, il pense que peut-être il y aurait une meilleure façon de faire et il parle d'un système 3, donc qui reconnecterait en fait l'intuition du système 1 et la rationalité du système 2. Alors, quand l'intuition nous dit A et que la rationalité nous dit B, en fait, ce système 3, il se place en tant que médiateur. Ce qui se passe, c'est que finalement, avec ce système 3, la conclusion, c'est que notre intuition, elle serait reprogrammable à souhait
que tout désalignement entre notre intuition et notre raisonnement, ça serait finalement une opportunité de réaligner sa façon de voir le monde, donc avec des réajustements perpétuels. Alors évidemment, c'est un processus qui est long, c'est un processus qui se fait étape par étape et en douceur, avec des choses qu'on comprend déjà, mais des ajustements qui se rajoutent. Et le temps plus la répétition, ça va augmenter nos fameuses capacités intuitives. Dire que c'est contre-intuitif, c'est quand même dire qu'on ne pourra jamais comprendre. Quand on se fait la réflexion de se dire que c'est contre-intuitif, on est d'accord que c'est pour dire que pour nous ce n'est pas logique, il n'y a pas de compréhension, on n'arrive pas à voir comment ça se fait, on ne comprend pas. Et ce qui nous dit, c'est que finalement, il n'y a rien qui est contre-intuitif par nature, et ce qui est contre-intuitif, ça ne l'est de toute façon que de façon transitoire, jusqu'à ce que l'on trouve un moyen de le rendre intuitif. Et ça, c'est ce fameux système 3 qui va nous aider à rendre les choses contre-intuitives, intuitives. Et troisième conclusion importante du livre, comprendre, c'est trouver intuitif par soi-même. Et expliquer aux autres, c'est leur proposer des manières simples de trouver quelque chose d'intuitif. Le système 1, c'est la capacité intuitive, on est d'accord, c'est la pensée électrique. Électrique au sens à la vitesse de l'éclair, c'est quelque chose qui va vite. Le système 2, en revanche, c'est notre capacité de raisonnement rigoureux. Et on l'imagine plutôt en termes mécaniques, avec des gros rouages qui se mettent en branle. C'est comme si on faisait semblant d'être des robots et nous appliquons machinalement des séquences d'instructions qu'on a apprises par cœur avec les maths et qui nous permettent d'avoir des raisonnements logiques et des calculs valides. Mais le problème, c'est qu'en fait, on est des mauvais robots et qu'on fait souvent énormément d'erreurs. Et ce système 3, c'est finalement le dialogue entre le système 1 et le système 2 pour comprendre leurs désalignements et les résoudre. Et son but ultime, ça va être de mettre à jour le système 1 en tenant compte des résultats du système 2. Donc lui, il dit pas qu'il faut mettre de côté son système 1 qui est impulsif et qui a souvent tort. Il dit pas qu'il faut toujours privilégier le système 2 qui est plus rigoureux et plus posé. Il dit qu'il faut prendre le système 1 en compte parce que souvent, lui considère que l'intuition est souvent bonne et pour autant, il faut quand même la mélanger avec le système 2 et essayer de faire une conversation entre les deux pour prendre le meilleur des deux. Et le problème, c'est que l'enseignement des maths, ça semble appartenir uniquement au système 2. Et les nuls en maths sont ceux qui prennent ça au pied de la lettre, alors que pour lui, il dit que finalement, le secret, c'est que les bons en maths, ils utilisent ce système 3 et qu'ils ont simplement passé quelques minutes par jour à se poser les bonnes questions. Donc en fait, je m'arrête là pour le résumé du livre, puisqu'en fait les chapitres suivants sont tout un tas d'expériences multiples, des choses qui sont assez difficiles à résumer, puisqu'il y a beaucoup d'idées, donc je vous invite plutôt à le lire. C'est un livre de poche et il fait 328 pages et franchement, j'ai dû le lire en une semaine. Il se lit très vite, il se lit très bien, ce sont des mots simples, il n'y a rien de compliqué, même si ça parle des maths, je sais que c'est assez surprenant, mais c'est un livre qui se lit et s'entend très bien, aucun concept qu'on ne comprend pas, j'ai dû aller chercher 2 ou 3 fois quelques définitions sur internet, mais franchement, il y a des livres où j'ai cherché plus que ça. L'écriture est fluide, il y a énormément d'exemples. C'est un livre quand même que je recommande. Voilà, donc pour les angoissés des maths, pour les fâchés des maths, sachez que il y a une solution à tout. Vous n'êtes finalement pas nul. Ce qu'il dit en fait, c'est juste qu'on vous a mal expliqué. Voilà. Bon, et bien j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je vous invite à la liker, à vous abonner à la chaîne pour avoir les vidéos suivantes. La prochaine, comme je le disais, sera Daniel Kahneman, Système 1, Système 2, les 2 vitesses de la pensée. C'est un livre que je suis en train de préparer. Il est absolument passionnant. Je le dévore. Il est génialissime. Sur ce, je vous laisse à vos lectures. Kenavo Bichal.